Avec l'approche socioculturelle, nous aborderons une autre dimension du néoconstructivisme qui considère non seulement la dimension sociale, mais aussi culturelle de la construction de la connaissance chez l'enfant. Une bonne partie des idées qui ont donné naissance à cette approche sont inspirées d'un psychologue russe dont l'essentiel des travaux ont été réalisés dans les années 30. Il s'agit de Lev Vygotsky. Pour Vygotsky, lorsqu'un individu interagit avec son environnement social, il entre aussi en contact avec la culture qui est véhiculée par ses interlocuteurs. La dimension culturelle constitue donc une composante importante des interactions sociales qui nourrissent le processus de développement. Cette dimension culturelle, qui évolue avec l'histoire d'une société, est centrale pour comprendre comment aujourd'hui l'individu apprend et s'insère progressivement dans son milieu. La prise en compte de l'aspect culturel permet notamment d'appréhender la manière dont certaines technologies, qui occupent aujourd'hui une place centrale dans l'environnement de l'enfant, modifient sa relation avec la réalité. Ainsi, les enfants, depuis l'arrivée de la télévision, sont mis dès leur plus jeune âge en contact avec l'image qui mobilise une part importante de leur attention, parfois au détriment du monde réel. De même, l'ordinateur et plus récemment le web induisent des stratégies de recherche et d'encodage de l'information différentes de celles appliquées à l'écrit classique, à telle enseigne que certains auteurs n'hésitent pas à prétendre que ces outils modernes contribuent à modeler notre esprit. Ainsi, on parle de digital native pour caractériser les jeunes qui ont connu l'Internet dès leur berceau et dont l'expérience de la lecture se résume pour l'essentiel à parcourir les pages web qu'ils consultent sur leur ordinateur. Pour Vygotsky, l'origine sociale de l'apprentissage est clairement établie. Chaque fonction cognitive apparaît d'abord comme une activité sociale interpersonnelle. Le langage, c'est d'abord un moyen de communication. Ce n'est que dans un second temps que cette fonction, orientée vers l'autre, devient une fonction interne sous la forme de langage intériorisé. Vygotsky considère que ce langage intériorisé joue un rôle important dans la régulation des processus cognitifs à travers la mobilisation de stratégies métacognitives. À l'opposé de Piaget qui considérait que l'apprentissage devait suivre le développement en défendant l'idée que rien ne servait d'aborder certains apprentissages comme la lecture ou la formalisation mathématique avant que l'enfant n'ait atteint le stade de développement adéquat, Vygotsky se propose d'agir directement sur le développement cognitif de l'enfant. Pour expliciter la manière dont cette action est possible, il utilisera la notion de zone proximale de développement. Comme le met en évidence la figure présentée sur la dia, tout sujet est caractérisé par son niveau de développement actuel, le cercle intérieur, et par son niveau de développement potentiel, le cercle extérieur. La zone proximale de développement correspond à la surface en gris comprise entre ces deux cercles, c'est-à-dire à la différence entre la tâche que l'enfant sera capable d'accomplir seul et ce qu'il sera en mesure de réaliser avec le soutien d'une personne plus avancée. Cette zone définira également les possibilités de développement à court terme d'un individu à l'occasion d'interactions pédagogiques réalisées sous la conduite d'une personne plus avancée. Dans un premier temps, Vygotsky considérera que seul un adulte pourra assurer une régulation efficace des interactions. Par la suite, notamment sous l'influence du socioconstructivisme, on acceptera l'idée qu'un père plus avancé puisse aussi jouer ce rôle. Pour que les interactions soient efficaces et permettent à l'individu de parcourir le chemin jusqu'à son niveau potentiel de développement cognitif, deux conditions doivent être remplies. Tout d'abord, il est essentiel que les deux systèmes cognitifs en présence disposent d'une zone de recouvrement suffisante. Il faut que l'adulte utilise un langage adapté à l'enfant, qu'il tienne compte des préacquis, qu'il vérifie les représentations qu'il met en œuvre. Ensuite, il est important que les interactions prennent place dans le cadre d'un échange centré sur la collaboration à l'occasion d'une activité commune dans laquelle s'engagent l'élève et l'adulte. Cet engagement doit se faire dans un contexte qui conduise à une participation active de chacun à la résolution conjointe de la tâche, de sorte que ce qui a pu être réalisé dans cette activité conjointe soit internalisé par l'apprenant. Par la suite, Jérôme Brunner, qui considère aussi que les aspects culturels occupent une place importante dans la construction de la connaissance, précisera les formes d'interaction à mettre en place en introduisant la notion d'étayage. Pour lui, l'étayage consiste, pour le partenaire plus avancé, à prendre en charge les parties de la tâche qui dépassent initialement les capacités du partenaire moins avancé, en lui permettant de se concentrer sur les parties de la tâche qui lui sont directement accessibles.
Brunner parle de culturalisme lorsqu'il met en avant la manière dont la culture façonne l'esprit. À travers un de ses ouvrages le plus célèbre, traduit en français sous le titre L'éducation, entrée dans la culture, Brunner montre comment la culture conduit à structurer la pensée humaine, notamment à travers le langage. Même s'il était un contributeur majeur à la naissance puis à l'essor de la psychologie cognitive, Brunner s'est par la suite détaché du paradigme du traitement de l'information pour souligner le caractère fondamentalement situé de la cognition humaine. Ainsi, selon l'approche culturaliste, toute connaissance humaine se construit dans un contexte, et la culture dans laquelle évolue l'individu contribue à créer ce contexte. C'est la raison pour laquelle on parle, à propos de l'approche socioculturelle, d'apprentissage situé. Dans la mesure où les individus mis en présence s'efforcent de construire une représentation commune de la situation, l'étayage décrit par Brunner contribue à l'élaboration d'un système de représentation commun qui reflète le milieu culturel. Ainsi, progressivement, sous le contrôle du partenaire plus avancé, l'enfant se construit des représentations qui préparent son insertion dans la culture. Ce processus d'entrée dans la culture dépasse le cadre strict de l'éducation scolaire et peut prendre des formes diverses, comme le bizutage des étudiants qui abordent l'université ou encore les rites d'initiation dans les tribus primitives ou dans certaines sociétés secrètes. Pour prolonger l'idée d'étayage, Brunner propose que l'école soit un endroit où les apprenants s'aident les uns les autres à apprendre, chacun selon ses aptitudes. À ce propos, l'auteur suggère de former des communautés d'apprenants capables de s'entraider mutuellement pour améliorer leurs connaissances. Cette notion de communauté a ensuite été élargie et appliquée à des groupes de personnes qui partagent certains intérêts et veulent se perfectionner à travers les échanges qu'ils auront sur le web. En insistant sur l'importance du contexte, Brunner ouvre aussi la voie à la notion d'apprentissage situé illustrée par John Seely Brown et Alan Collins dans le cadre d'une approche pédagogique désignée par l'expression compagnonnage cognitif. Il s'agit, puisqu'on constate que les jeunes éprouvent beaucoup de difficultés à utiliser ce qu'ils ont appris à l'école dans des situations réelles, d'enseigner les connaissances que l'on veut voir maîtrisées par les élèves dans le contexte où ils auront à les utiliser, à la manière dont un artisan forme son apprenti. Toutefois, étant donné la complexité des situations réelles, ces dernières devront généralement être aménagées pour être traitées efficacement par l'apprenant. Brown et Collins envisagent différentes stratégies à ce niveau. Tout d'abord, le coaching, qui consiste à fournir un support non contraignant à l'élève, conseils, orientation, indices. Ensuite intervient le feeding, qui correspond au fait de diminuer progressivement ce support, et le modeling, c'est-à-dire l'imitation de modèles présentés, soit directement à travers des démonstrations pratiques du tuteur ou par l'intermédiaire de diverses technologies, films, simulations sur ordinateur. L'approche située met également en avant ce qu'on appelle l'apprentissage implicite ou incident, c'est-à-dire une forme d'apprentissage où les acquisitions se réalisent sans effort conscient de l'apprenant, parfois même sans que celui-ci s'en rende compte. Cette forme d'apprentissage se déroule généralement dans des contextes empruntés à la vie de tous les jours, dans la famille, dans une plaine de jeux, dans une cour de récréation, au spectacle ou au musée, contextes qui ne sont pas explicitement aménagés pour favoriser l'apprentissage. On parle aussi, à ce propos, d'apprentissage informel pour le distinguer de l'apprentissage formel qui se déroule en classe ou dans des structures prévues à cet effet. Une autre manière de faire référence à l'apprentissage implicite consiste à parler, comme le proposent notamment Jean Lev et Roy P., de cognition de tous les jours. À ce niveau, l'observation de la manière dont les personnes se tirent d'affaire en situation réelle est particulièrement éclairante quant au caractère artificiel des connaissances qui sont apprises en classe. Ainsi, des personnes qui souhaitent comparer les prix d'un produit dans un supermarché pour choisir le fromage le moins cher, alors que le prix par kilo n'est pas mentionné, évitent généralement de se lancer dans des calculs impliquant division, multiplication, mais comparent plutôt à l'œil différents morceaux de chacun des fromages, jusqu'à découvrir des parts qui leur paraissent identiques. Les enfants des rues au Brésil sont capables de réaliser des calculs complexes pour mener à bien leur petit commerce alors qu'ils n'ont jamais été scolarisés.
L'approche socio-culturelle dont nous avons tenté d'esquisser les contours dans cette capsule constitue un des chantiers sur lesquels les chercheurs qui s'intéressent à l'apprentissage sont les plus actifs. Ainsi, même si cette approche est loin de former un corps de connaissances abouti, elle constitue le point de référence pour de nombreux exemples d'applications pratiques qui ont contribué à élargir les perspectives des spécialistes en éducation, qu'ils interviennent en milieu scolaire ou en dehors de celui-ci.